Guilain Benessa, bonjour. Bonjour monsieur. Qui êtes-vous? Écoutez, avocat au barreau de Strasbourg, docteur en droit. Par ailleurs, j'ai fait des études de philosophie, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et en parallèle, maintenant, depuis quelques années, j'écris des bouquins divers et variés. J'ai eu l'occasion de travailler notamment sur le référendum. Mon bouquin Comment faire taire le peuple, il y a publié maintenant, j'oublie moi-même, il y a 2-3 ans je crois. Dans la foulée, j'ai poursuivi avec un ouvrage consacré à l'Union européenne, On marche sur la tête, la France, l'UE et les mensonges, qui était un bouquin strictement limité vraiment à la question européenne. Qu'est-ce que l'Union européenne et quelles illusions donne-t-elle et quels crimes a-t-elle derrière elle aussi? Et puis plus récemment, Nos vrais maîtres. J'avoue le bouquin dont je suis le plus fier et heureux de l'avoir sorti parce que c'est une plongée, à mon avis, dans un ensemble de mensonges vendus par l'Europe depuis très longtemps dont on n'a jamais entendu parler. Donc j'étais content de mettre le doigt là-dessus. Voilà. Donc avocat, essayiste si vous voulez, et j'essaie de marier les deux autant que possible. Pourquoi avoir signé cette pétition référendum-ue.org? Pour deux raisons. D'une part parce que toute initiative en matière référendaire a ma sympathie. Vu qu'on n'a plus de référendum et que ça fait 20 ans, 21 ans d'ailleurs bientôt que le dernier référendum a eu lieu, le vrai référendum sur le traité constitutionnel européen, j'estime déjà que toute appel au peuple est bienvenu. On se rappelle que l'outil existe, donc moi je suis favorable à toute initiative en la matière. Il est temps que ça survienne et que ça revienne. Et deuxièmement, parce que la grande question, à mon avis, dont découle tout un ensemble de questions qui nous concernent, hein, immigration, sécurité, économie, énergie, environnement, tout est lié à la matrice européenne. Donc un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne a deux vertus. Rappeler qu'il faut poser cette question un jour ou l'autre, et rappeler qu'elle a été posée il y a 21 ans, que les Français ont dit non, et que depuis on essaye un peu de passer sous le tapis leur réponse. Quelles sont les conséquences de l'Union européenne sur votre activité? Alors sur mon activité, elle est double. Dans le cadre de, je vous avoue que je ne pensais pas devenir un essayiste centré sur l'Union européenne, mais finalement la question européenne est devenue essentielle pour moi et dans mon activité livresque. Donc j'écris beaucoup sur l'Europe pour tailler en fait dans tous les débats politico-juridiques qui racontent, dont la plupart des experts racontent environ n'importe quoi selon moi. Et alors dans mon activité d'avocat, même si en pratique je n'ai pas affaire à l'Europe tous les jours, en réalité dans tout un tas de domaines, de façon implicite et invisible, les règles que j'applique au quotidien pour mes clients dans mon activité sont liées à la question européenne. On l'oublie parfois tellement la matrice est lointaine et en même temps elle a infusé nos vies. L'Europe est partout, on s'en rend plus compte et pourtant elle est implicitement parmi nous tous les jours et j'allais dire presque à chaque minute. À quel moment avez-vous cessé de croire en l'Union européenne? Voilà, je ne vous cacherai pas que j'ai jamais cessé de croire en l'Union européenne et j'y ai jamais cru. Je viens d'une génération, moi, je veux dire, le vote de 2005 est un souvenir, un réel souvenir pour moi, parce que c'est un des premiers votes, un des premières élections où j'ai pu moi-même voter, me rendre, je veux dire, aux urnes dans le cadre de ce référendum. Donc c'est un souvenir déjà vivace. Et ensuite parce que, en fait, rapidement, j'ai une espèce de certitude, en tout cas une conviction, je ne vous cache pas, depuis mon adolescence, c'est qu'on ne peut jamais avoir deux maîtres à la fois. Soit on a un maître qui s'appelle la France, soit un maître qui s'appelle l'Union européenne. J'ai jamais cru qu'on pouvait marier les deux, jamais. Pour moi, j'ai toujours eu un seul maître, ça s'appelle la France. Une certaine France d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera. Je me suis appliqué ce mot d'ordre, je l'ai toujours aujourd'hui. Quelles sont les trois critiques que vous adresseriez à l'Union européenne? Alors une critique contemporaine, critique actuelle, son autoritarisme, qui est quand même de plus en plus prégnant sur la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la question des médias en ligne. Je veux dire, on sent un corsetage petit à petit sous l'égide de l'Union européenne. Autre critique que je lui reproche souvent, je sais très bien que l'histoire est écrite par les vainqueurs et qu'on oublie les vaincus, mais je trouve que l'Union européenne a quand même fait énormément de mal et a caché ses crimes. La légende de l'Europe qu'on met dans la tête des bambins depuis maintenant des décennies me gêne énormément parce que d'une part elle abrase mon pays, la France, et elle corsette, elle apprend n'importe quoi à nos enfants. C'est quelque chose qui me sidère chaque jour un peu plus. Et puis troisième critique quand même, c'est peut-être pas le nerf de la guerre, mais c'est ma critique à moi, c'est que par-delà les légendes, l'Europe a assassiné nos grands hommes. Elle a assassiné le général de Gaulle, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que je raconte d'ailleurs dans mon dernier bouquin comment l'Europe a tué le général de Gaulle après lui, post-mortem. Elle a tué en fait toute personne qui essaie de l'affronter, en tout cas de dire qu'il est critique ou sceptique, je lui veux, et aussi de faire disparaître la politique, les grands hommes, et tous ceux qui ont tenté de l'affronter directement. Donc forcément, elle n'a guère ma sympathie.
Pourquoi, selon vous, faut-il en passer par un référendum? Alors je le disais tout à l'heure, un référendum, c'est la dernière manière de mettre du risque dans notre vie politique. Les élections présidentielles sont, j'allais dire presque truquées, mais en tout cas elles sont noyautées et organisées de telle sorte à ce que l'extrême centre puisse avoir et le vent en poupe, et les autres regardent un peu le match, avec évidemment le RN diabolisé, on connaît cette affaire dans l'entre-deux-tours. Bref, le référendum, c'est quand même la dernière des manières de mettre du risque dans la vie politique sur une question. Oui ou non, blanc ou noir, vrai ou faux, vous laissez le peuple trancher. On a vu en 2005 les sondages tels qu'ils étaient et la volonté du peuple souverain. Et ensuite, parce que, je le disais également, aussi plus ou moins en général, l'appel au peuple sur une question aussi centrale que l'appartenance à l'Union est fondamental. Premièrement, parce que depuis le départ, on n'a presque jamais fait de référendum sur la construction européenne. Il a fallu attendre en fait 1992 et Maastricht pour avoir un vrai débat sur l'Europe par le biais d'un référendum. Et en 2005, la question s'est posée. On a retrouvé le même problème, c'est-à-dire la diabolisation de tout ce qui était pour le non contre le camp du bien, c'est-à-dire du oui. Il est temps d'avoir un référendum sur ce type de questions sans diaboliser, en laissant aux gens le choix, je veux dire, de faire leur marché librement, j'ai envie de dire, et sur l'Europe. Vu la situation actuelle, où finalement les problèmes européens dégoulinent à tort et à travers, et les gens regardent ça et le constatent, que ce soit les juges européens, la Commission européenne, Ursula von der Leyen, son bilan absolument dramatique, il faut que les gens soient consultés et qu'ils puissent librement choisir leur destin. Quelles sont les 3 premières décisions que vous voudriez voir prendre une fois que la France sera sortie de l'Union européenne? Vous savez, là, il y en a tellement. Alors, je pense qu'une des grandes questions qui va se poser, c'est la question monétaire, avec une dévaluation, si on revient au franc. Je veux dire, il y a toute notre politique économique à reprendre immédiatement après la sortie de l'Union européenne, c'est clair. Mais ensuite, vous demandez 3, il y en aurait tant. Évidemment, il y a, j'allais dire, toute la question énergétique aujourd'hui. Il faut reprendre à rebours l'intégralité de notre politique depuis 50 ans, en fait depuis les années Pompidou. Tout est à reprendre. J'allais dire, la question environnementale, on vit sous l'égide d'une espèce de flot de réglementation invraisemblable. Là aussi, il faut tailler dans le gras. Donc, c'est pas pour ne pas vous répondre, mais en fait, sur tous les plans, immédiatement après la sortie de l'Union, il y a tout un tas de décisions qu'on pourrait à nouveau prendre. Mais, je précise d'emblée, je pense qu'on pourrait d'ores et déjà les prendre partiellement et qu'il y a un manque de courage qui empêche à ce qu'on pose les bonnes questions et à ce qui amène d'autant plus la question référendaire, parce que nos hommes politiques se cachent derrière l'absence de référendum pour éviter de prendre toute décision qui fâche. Résultat, ils critiquent l'Europe, mais ils restent dedans sans jamais rien faire. Quelle sera, selon vous, la situation de la France si nous restons dans l'Union européenne? 2 hypothèses, pas 12 000. Si l'Union européenne continue à se suicider, parce que je pense que c'est un suicide en bande organisée, je ne sais pas si la France durera très longtemps. Elle continuera encore, elle suivra la fin du match, elle sera prise là-dedans, elle sera prise dans l'étau, tristement. Et je pense que l'Union européenne va très mal, pour plein de raisons, et que cette chute interminable n'en finit plus de finir. Maintenant, deuxième possibilité, c'est aussi que la France, d'une manière ou d'une autre, se sorte de ce suicide en bande organisée, retrouve la maîtrise de son destin, par un référendum ou aussi parce qu'elle profitera de la chute pour filer à l'anglaise. Hein. Je ne fais même pas référence au Brexit en disant cela. D'ailleurs, Brexit aussi, qui est un autre énorme problème de notre temps, puisqu'à mon avis, on n'a jamais eu vraiment de Brexit. Hein. L'Angleterre est sortie, mais les élites ont trahi, donc anglaise. Hein. Ce qui a comme conséquence qu'elle est restée sans rester vraiment. Bref, je pense que là-dessus, il y a énormément d'hypothèses possibles et de scénarios probables. Il n'empêche, quand l'Union chute, soit vous restez avec, soit vous filez à l'anglaise. J'espère que la France prendra évidemment le deuxième pari, fera le deuxième pari plutôt que le premier. Vu la classe politique, en tout cas aux manettes, pour l'instant, il y a du boulot. Merci beaucoup Guilain Vénessa pour vos réponses. Merci également d'avoir signé et d'apporter votre soutien à cette pétition référendum-ue.org que j'encourage bien évidemment nos spectateurs à signer également, à partager et à diffuser massivement. Vous avez parlé d'un livre que vous avez écrit sur le référendum. Une question qui se pose immédiatement, c'est que pensez-vous par exemple du référendum d'initiative populaire? Est-ce que c'est une chose que vous approuvez ou est-ce que vous préférez en rester à un référendum, je dirais, classique tel que la Constitution aujourd'hui le prévoit?
En fait, la question des modalités du référendum, personnellement, je m'en fous. Parce que ce qui me taraude beaucoup plus, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la question que vous posez, quelle que soit la question que vous posez, quelles que soient les modalités de la question, le Conseil constitutionnel a mis un pied dans la porte depuis quelques années. Il n'a pas clairement dit qu'il allait contrôler le référendum, pas clairement. Mais je ne veux pas rentrer dans un cours de droit extrêmement ennuyeux pour tout le monde, y compris pour moi d'ailleurs, parce que je répète ce que j'ai déjà écrit dans mes livres, mais le Conseil constitutionnel a mis un pied dans la porte en disant qu'il est compétent pour contrôler le décret de convocation du référendum. Ce qui veut dire qu'on s'achemine vers une situation qui a été assez clairement dite par Laurent Fabius lorsqu'il était président du Conseil constitutionnel, lorsqu'il a eu cette phrase extrêmement malheureuse et parfaitement condamnable, où il a dit « n'est pas le général de Gaulle qui veut ». Ça voulait dire en gros que c'est fini l'époque de Gaulle où on pouvait référander à peu près comme on voulait. Désormais, le juge allait contrôler la question à poser. Donc, pour vous répondre clairement, mon problème, il ne se situe pas tellement dans le type de référendum à utiliser. Aujourd'hui, on n'a plus, mais on avait le référendum de l'article 11 ou l'article 89 de la Constitution, le fameux qui nous a permis de régler pas mal de problèmes. Le général de Gaulle a employé, 5 fois en l'espace de 10 ans, grosso modo. Pompidou l'a utilisé, Mitterrand l'a utilisé, Jacques Chirac l'a utilisé, avec le résultat qu'on connaît en 2005, puis depuis 20 ans, il n'y a plus rien. Et en fait, en parallèle, le référendum d'initiative populaire, qui en réalité est un vrai référendum, contrairement au référendum d'initiative partagée qui existe déjà, et qui est un truc inutilisable, parce que déjà fait pour qu'on ne puisse pas l'utiliser. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça veut dire que le pouvoir ne veut plus du référendum. C'est ça l'objectif de tout ce qu'on a détricoté, reconstitué, fabriqué, envisagé depuis 2005. Donc concrètement aujourd'hui, moi ce qui m'importe, c'est qu'on puisse référander d'une manière ou d'une autre l'appel au peuple, que la question à poser au peuple soit complète, sans limite, ou presque sans limite, que le peuple soit consulté et que son oui ou son non soit respecté. Et je vous donne juste un exemple qui m'a frappé. Récemment encore, on me demande mais d'où est-ce que tu dis qu'on a le droit de faire un référendum sur tout? Parce que moi, je dis qu'on peut réviser la Constitution en entier par un référendum sans passer par le Parlement, les députés, les sénateurs, le Conseil constitutionnel, etc. On me dit mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et vous avez un entretien du général de Gaulle en 1969 où un journaliste lui demande mais Monsieur le Président, pouvons-nous réviser la Constitution par un référendum? N'y a-t-il pas des formes prévues, des limites dans la Constitution, etc. Et De Gaulle s'énerve, on sent qu'il s'impatiente et lui dit « C'est moi qui l'ai rédigé. Je sais encore ce qu'il y a dans la Constitution. » Ce qui veut dire qu'il précise clairement, il le dit, il n'y a pas de limite au référendum, y compris réviser la Constitution. Ça veut dire que demain, on peut faire un référendum, on peut réviser la Constitution par référendum. Ça veut aussi dire que le cas échéant, on pourra faire le jour J un référendum sur l'immigration, par exemple, question qu'on pose depuis des années en disant on n'a pas vraiment le droit, il faudrait demander l'autorisation, l'Europe n'est pas contente, etc. Ça, c'est mon objectif. Qu'ensuite, on envisage des modalités référendaires, d'autres facultés de l'utiliser, qu'on copie d'autres modèles, qu'on se demande ce qu'ils font en Suisse, je l'entends, on me le demande, on en parle, j'ai rien contre. Mais mon objectif, c'est d'arriver à prendre l'exact contraire, de faire un tournant absolu sur les 50 dernières années pour reprendre le droit, la politique et la France à l'endroit, notamment sur la question du référendum. Donc vous avez cité le Conseil constitutionnel. Évidemment, nous allons revenir sur le rôle et le périmètre qu'il s'est attribué désormais. Mais de façon générale, depuis quelque temps, on s'aperçoit que les institutions, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, peut-être la Cour des comptes aussi, en tout cas les grands corps, ont quand même une tendance à établir un état de droit, en tout cas à définir un état de droit qui, en pratique, va contre la volonté du peuple, de façon générale, de façon un peu grossière, on peut le résumer comme ça. Que pensez-vous de cette dérive? Êtes-vous d'accord avec ce constat? Et est-ce que vous avez l'impression que l'état de droit n'a pas un peu atteint ses limites telles qu'il s'exprime aujourd'hui, en tout cas? Je pense que le concept d'état de droit, c'est un des concepts les plus criminels depuis 100 ans. Criminel. Parce qu'il ne veut strictement rien dire, on lui fait dire ce qu'on veut, d'accord, petit à petit, et vous avez, je vais dire, alors là vous prenez des politiques aussi distincts que, Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, qui en parle régulièrement, Emmanuel Macron, naturellement, notre président de la République, pour un an au moins encore, ou d'autres, qui en parlent constamment. Moi je dis souvent, c'est une boule à facettes, l'état de droit. Vous voyez, vous rentrez dans un nightclub et vous avez de la lumière partout, mais
la lumière n'est pas la même selon l'angle dans lequel vous vous situez, concrètement. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de faire un bouquin sur l'état de droit. Il a désormais quelques années, je crois qu'il a 5 ans, mais je crois qu'il reste tout à fait d'actualité, le totem de l'état de droit, parce que j'y démontrais, à mon sens par A plus B, qu'il y a 100 ans, lorsqu'on a, grosso modo, lorsqu'on a inventé le concept d'état de droit tel qu'on l'entend, ça voulait juste dire un État qui agit au moyen du droit. Donc ça veut juste dire, c'est très simple, hein, ça veut dire que l'État, c'est du droit, ça produit des normes, et que la production de normes, ça signifie l'État. C'est-à-dire que c'est une exclusivité étatique de produire de la règle, et ça veut dire que vous recevez une contravention sur votre voiture. Alors je sais que les Parisiens notamment, dans le permis, et que dans ce monde qu'on construit, définitivement, même le permis deviendra un problème bientôt, dans ce monde sans bagnole, sans diesel et sans quoi que ce soit de toute nature, peu importe, vous avez une contravention, vous avez un avis d'impôt qu'on vous envoie. Cet avis d'impôt, cette contravention, c'est une règle de droit qu'on applique. Ça veut dire qu'on ne peut pas arbitrairement réclamer une somme d'argent. Une règle de droit impose l'autorité, en conformité, de pouvoir vous sanctionner. C'est ça l'état de droit. Mais vous voyez qu'en disant ça, qu'en gros une contravention c'est l'état de droit, parce qu'on ne peut pas vous verbaliser comme on l'entend, il faut une règle de droit, ça n'a strictement rien à voir avec les libertés fondamentales, le droit des minorités, l'idéologie LGBTQIA+, je veux dire, les OQTF qu'on n'a pas le droit de renvoyer chez eux, etc., etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste de l'état et du droit. Et le problème, c'est qu'à force de substantialiser l'état de droit, c'est-à-dire de lui donner des valeurs, des vertus, qui vont toujours dans le même sens, en réalité, l'état de droit est devenu cette espèce d'objet théorique. On n'y comprend jamais rien, mais dès qu'on s'attaque à la bête européenne, mais pas seulement, hein, dès qu'on s'attaque à vouloir un peu restaurer l'autorité de l'État, à mettre un peu de verticalité, de discipline, à vouloir un peu que la France reste la France, comme le disent certains, à vouloir un peu d'autorité, vous voyez, à ce que le bateau ne parte pas à la dérive, hein, d'une manière ou d'une autre, on vous dit, t'as pas le droit, État de droit. Or, et c'est là où je trouve que la dérive est absolument terrifiante, et c'est ce que je démontre point par point, et notamment dans Nos vrais maîtres, je taille en pièces en fait un mythe, d'accord? Je sais pas d'où vient, enfin je sais d'où vient ce mythe, mais il me paraît tellement criminel que je sais même plus par quel bout l'aborder pour en parler. C'est que l'état de droit aujourd'hui, ça signifie quoi? Si on rationalise, hein. L'état de droit, c'est la jurisprudence du Conseil d'État, d'accord? Plus haute juridiction administrative, qui est aujourd'hui chaperonnée par Marc Guillaume, je vais un peu vite, mais en gros, un voisin proche d'Emmanuel Macron, si je puis dire, donc un homme de cour, d'accord, proche de Macron, donc le Conseil d'État, la Cour de cassation, d'accord, autre grande juridiction française, le Conseil constitutionnel, naturellement, qui théoriquement devrait être le gardien de la Constitution et ne l'est plus depuis bien longtemps, mais aussi la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne et toutes les juridictions internationales qui sont plus ou moins liées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'état de droit, c'est un canon braqué contre la France par toutes les juridictions qui répètent entre elles la même jurisprudence, qui va contre la souveraineté du peuple dès que le peuple veut le contraire de ce qu'elles disent, toutes ces juridictions. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état de droit est devenu l'exact contraire de la démocratie. D'un côté, vous avez le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, hein, ce qui devrait être la nature même de notre politique, si on était un minimum démocrate, républicain, comme on le dit souvent. Et de l'autre, vous avez le modèle de l'état de droit, qui est en fait la victoire des juges, des normes, des règles, qui n'ont plus rien à voir avec la souveraineté du peuple. Et pour moi, le gros problème est que vous avez soit l'un, soit l'autre. On peut inventer tous les mots qu'on veut, démocrature, démocratie libérale, je connais ce registre par cœur, mais au fond, soit vous voulez que le droit l'emporte, et dans ce cas-là, tant pis pour le peuple, soit vous voulez que le peuple l'emporte, et dans ce cas-là, je suis désolé, tant pis pour une partie du droit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, de temps en temps la volonté souveraine doit vouloir, même si elle ne veut pas, comme les élites et les juridictions le veulent. On dirait que, à ce titre, Emmanuel Macron semble avoir tranché, puisque on voit que dans sa dernière année de déliquescence absolue, il a nommé différentes personnes, alors à des postes importants, notamment donc au Conseil constitutionnel, évidemment, à la Banque de France également. Enfin, il a comme ça placé, parfois en dépit des règles instituées, au moins en tout cas tacitement dans ces institutions, donc par avance en quelque sorte. Et il semble avoir placé comme ça des pions un peu partout, des hommes à lui, des hommes liges, des hommes fidèles qui
Et il ne s'en cache même pas en prévention d'une éventuelle prise du pouvoir. Alors on pense que c'est évidemment du Rassemblement national. Et de telle sorte qu'il serait lié par le système qui le précéderait. Là, on est carrément dans un usage arbitraire. On revient à une sorte de fait du prince, en quelque sorte. L'état de droit sert à un abus de pouvoir, en quelque sorte. Alors complètement, Richard Ferrand est la tête de gondole. Parce que Richard Ferrand, le problème c'est qu'il manifestement il n'a pas de un vrai diplôme de droit. Alors je ne dis pas qu'il faut être un expert pour être intelligent. Vous savez, de plus en plus, les gens intelligents que je croise, ils n'ont pas de diplôme. Hein. Plus on a des diplômes, plus on raconte n'importe quoi. Donc je me méfie de l'expertise absolue. Je le dis souvent, mais sincèrement, plus le temps passe, plus je m'excuse d'avoir des diplômes. Vous voyez, ça devient, je n'aime pas trop ça, en gros. Peu importe. Donc Richard Ferrand, c'est quand même un homme sans diplôme de droit, d'accord, dont tout le monde se foutait éperdument, qui est l'homme lige d'Emmanuel Macron, qui est un mec qui, même au PS, je m'excuse de le dire comme ça, mais même à l'époque du PS qui existait encore à l'époque, pour ce qu'il en reste aujourd'hui, était quand même quelqu'un dont personne ne voulait vraiment. C'est-à-dire qu'on sait pas, personne ne se souvient réellement d'une action décisive de l'homme nommé Richard Ferrand. Puis il a copiné avec Emmanuel Macron l'a nommé patron du Conseil constitutionnel. Il faut se rendre compte de l'impact d'une telle nomination. De l'impact. Vous nommez à la tête d'un organe supposé être le gardien de notre Constitution dont le propriétaire, si je peux dire, c'est le peuple souverain. Vous dites que son gardien, c'est Richard Ferrand. Sur 70 millions de Français, on n'a rien d'autre que ça. Le phénomène de cour est à ce stade-là, et je veux dire, c'est absolument invraisemblable. J'aime beaucoup Anne-Marie Le Pourrier, professeure de droit à Rennes, qui disait à propos du traité de Lisbonne, ratifié par le Parlement dans l'aval, dans le dos du peuple qui n'avait pas voulu de la Constitution européenne, avait dit à l'époque que c'était de la haute trahison, le traité de Lisbonne. Sincèrement, d'une certaine manière, nommer Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, on n'en est pas loin. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire, si vous le permettez. On parle des hommes de cour d'Emmanuel Macron. Je finissais la rédaction de mon bouquin Ne vrai maître à l'hiver dernier. J'ai oublié, en novembre-décembre, quelque chose comme ça. Il est sorti, il me semble, début février. Et je m'intéressais à l'époque novembre, donc je m'intéressais à l'époque justement, je raconte l'histoire cachée, l'histoire secrète des hommes qui ont vendu la France à l'Union européenne. Et je cherchais volontairement toute une chronologie de ceux qui ont comploté contre nous, si je puis dire, à partir des réseaux d'influence et des juridictions, de la Commission européenne, etc. Et là-dedans, à la fin de mon bouquin, c'était vraiment les dernières pages, je finis ma chronologie et je tombe sur ce fameux Marc Guillaume et Mathias Guillaumard, qui est l'actuel président de la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est là où l'affaire est intéressante. Marc Guillaume vient d'être placé, je le disais tout à l'heure, à la tête du Conseil d'État par Emmanuel Macron. Or, le Conseil d'État, le plus haut juge français en matière administrative, a deux fonctions, le Conseil d'État. D'une part, il prépare les lois, il les rédige plus ou moins, il prémâche le travail pour le gouvernement, et il est aussi le plus haut des juges. Je vais un peu vite, mais vous avez saisi. Or, il y a quelques années, sous l'action d'Emmanuel Macron, et sous l'action de Marc Guillaume, d'accord, Marc Guillaume qui à l'époque était secrétaire général du gouvernement, on a eu un concours rigoureusement truqué. Je m'explique, on est en 2020, d'accord, et il faut que la France choisisse un juge à la Cour européenne des droits de l'homme, le poste français, d'accord, le juge français qui siégera à la CEDH. Marc Guillaume est secrétaire général du gouvernement. Il l'était déjà sous Hollande, il est toujours là sous Emmanuel Macron. Le fameux Marc Guillaume qui vient d'être nommé patron du Conseil d'État. Marc Guillaume, il a un poulain à mettre à la CEDH, qui s'appelle Mathias Guillaumard. Pourquoi Mathias Guillaumard? Parce que lui-même est conseiller d'État, et dans les années 2000, quand il était au Conseil d'État, il a joué un rôle fondamental, je vous le donne en mille, pour asseoir la primauté des directives européennes et qu'elles soient supérieures à la loi française. Ce qui veut dire que Mathias Guillaumard est un homme qui a comploté pour l'Union européenne à l'intérieur du Conseil d'État contre le droit français et la souveraineté française. Comme par hasard, Marc Guillaume choisit Mathias Guillaumard, alors même que ce n'est pas un spécialiste si vous voulez, de la Convention européenne des droits de l'homme. Et il le fait passer avec l'aval de son propre père, c'est un concours totalement truqué, d'accord? On avait une professeure qui devait avoir le poste, qui était bien plus, si vous voulez, rompu à la CEDH, mais Marc Guillaume, avec l'aide de son père, qui est lui-même un ancien juge international, a fait passer son poulain en premier, Mathias Guillaumard, qui est devenu juge à la CEDH, puis président de la CEDH actuelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez typiquement le genre de réseau qu'installe Emmanuel Macron à la tête des hautes institutions.
Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, Marc Guillaume, dont je viens de parler, au Conseil d'État, qui lui-même est proche de Mathias Guillaumard, sans lequel, sans Marc Guillaume, Mathias Guillaumard n'aurait jamais fini juge à la CEDH. Ça veut dire que vous voyez par-delà le phénomène de cours autour d'Emmanuel Macron, vous avez la constitution d'un réseau qui tient le pouvoir. Un réseau qui se coopte, se nomme, se connaît, s'entraide et sont exactement sur la même abscisse, c'est-à-dire l'Union européenne contre la France, le fédéralisme européen contre la souveraineté. C'est ces petits hommes qu'Emmanuel Macron place aujourd'hui à la tête de toutes ces institutions, avec un but pour moi clair, je ne suis pas le seul à le dire, c'est que si d'aventure une alternance véritable devait avoir lieu, l'homme ou la femme à la tête de la France en 2027 ou plus tard soit corseté, soit enserré, enfermé par tous ces gens qui aujourd'hui tiennent le pouvoir dans l'ombre et feront tout pour lui expliquer qu'il a le droit de rien faire parce qu'eux ont le pouvoir, ils sont déjà là, ils ont pris leurs aises et ils se connaissent. Donc vous décrivez une sorte de coup d'État de velours, en quelque sorte, coup d'État en coulisses, quoi. Oui, vous le dites proprement, on pourrait avoir d'autres mots, mais oui, ça me va. Venons-en justement à la question qui occupe, qui remue souvent beaucoup les sphères souverainistes et frexiteuses. Vous avez soulevé un peu le problème est partiellement répondu un peu par avance. On se demande souvent, il y a un débat récurrent qui est le suivant. La législation européenne est-elle intrinsèquement supérieure ou non à la Constitution française? On sait qu'il y a deux points de vue qui s'opposent. On n'a jamais vraiment réussi à concilier c'est arrêt Nicolo contre arrêt Costa contre Enel, etc. Enfin, les gens se renvoient un peu des références au visage. On n'y comprend pas forcément grand-chose. Pouvez-vous nous éclaircir ce point et exprimer votre point de vue sur ce sujet? Alors, j'aime votre question, et si vous me permettez, parce qu'elle est datée. Alors, elle est datée parce que j'aurais été d'accord avec vous il y a un an. J'ai fait mes études de droit, j'ai fait mon doctorat, j'ai appris tout ça, et on m'a expliqué, pour des raisons à la fois, je pense, plus ou moins scientifiques et très idéologiques, qu'il y avait deux positions, d'accord ? Que pour l'Union européenne, son droit vaut plus, prime, comme on dit, la primauté du droit européen. Pour la France, il subsiste, théoriquement, la souveraineté via la suprématie de la Constitution. En gros, les deux sphères s'affrontent. Quelques souverainistes renaclent à reconnaître la primauté, c'est ce que disent les fédéralistes européens, et tout ça va dans une sorte de confrontation et de discussion et de débat d'opinion. Pour moi, ça s'est terminé. J'en suis sorti désormais définitivement, parce que j'ai travaillé les coulisses des arrêts rendus. Les fameuses décisions dont vous venez de parler, Costa contre Enel comme Nicolo. Encore une fois, on ne va pas endormir les gens avec le détail de l'affaire. Précisons que Costa contre Enel, c'est la CJUE, et Exactement. Nicolo, c'est le Conseil d'État. Voilà, exactement. Alors là où c'est intéressant, c'est que ces décisions, vous allez sur les bancs de la fac de droit, à Sciences Po, en formation généraliste, options juridiques, vous les apprenez. On les apprend comme des totems. Ça veut dire quoi? Depuis les années 60, la primauté s'est imposée par un grand arrêt Costa contre Enel rendu par les juges européens. Et un jour, en 1989, le Conseil d'État, dont je parlais tout à l'heure avec le fameux Marc Guillaume et Mathias Guillaumard, le Conseil d'État s'est rallié en quelque sorte à la primauté européenne dans un grand arrêt, une grande décision qui est restée dans les livres d'histoire. Voilà l'histoire, voilà la légende qui vous est racontée. Sauf que le problème, c'est que j'ai fait le travail. Et je vous assure, en la matière, on n'est pas nombreux. La preuve, c'est que quand j'en parle autour de moi, on ne me croit encore pas. Dans mes milieux juridiques, maintenant je suis devenu, j'ai l'habitude, une sorte de Satan en devenir. Hein. Alors heureusement, je passe encore un peu sous les radars, mais ça va venir un jour ou l'autre. Ça commence un peu. Bref, peu importe. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qui a rendu ces arrêts, sous quelle idéologie, évidemment. Y avait-il une idéologie? Qui l'a pris? Dans quelles conditions? Et pourquoi? Vous voyez, pas un truc froid de genre, il y a une décision, elle est objective, c'était formidable, c'est du droit. Je dis non. Le droit, on oublie, c'est des intentionnalités, c'est des hommes qui l'ont voulu, c'est des hommes qui ont rendu ces décisions, c'est des hommes qui font la réglementation. Ce sont des gens, en chair et en os. Pourquoi je vous raconte ça? Prenons le fameux arrêt Costa contre Enel, dans les années 60, qui sanctifie la primauté européenne par le biais, donc de primauté du droit européen sur le droit français par les juges européens. À l'époque, je vais vous raconter une petite histoire que vous connaissez peut-être partiellement. À l'époque, le patron des juges européens s'appelle Robert Lecour, français. Robert Lecour est un très proche historiquement du comité d'action des États-Unis d'Europe de Jean Monnet, fédéraliste devant l'éternel, depuis la fin des années 40. Il a dû fricoter avec les gaullistes parce que De Gaulle n'avait pas la majorité à l'Assemblée.
Bref, toute une histoire que je raconte dans Nos vrais maîtres, dans mon dernier livre. Et Robert Lecourt s'est retrouvé ministre du général de Gaulle. Il a été multiplement, des dizaines de fois ministre de la 4e République. Bref, Debré, Michel Debré, Premier ministre de De Gaulle, détestait Robert Lecourt. Il avait compris que c'était un fédéraliste. Il rêve de le faire sortir du gouvernement, ce fameux fédéraliste, d'accord? Il y propose 3 jobs. Sauf que ces 3 jobs, Robert Lecourt ne peut pas les prendre parce qu'il serait en conflit d'intérêts en tant qu'ancien ministre, d'accord? Devenir patron d'une grande institution dans le privé, vous voyez, à l'époque, il existait quelque chose qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui, ça s'appelle l'éthique. Aujourd'hui, vu que le pantouflage et les reconversions délirantes auxquelles on a assisté depuis les années Macron, Hollande, etc., on n'a plus l'habitude. Bref, Michel Debré veut se débarrasser de Robert Lecourt. Le général de Gaulle aussi. Mais vu qu'il ne veut aucun de ces 3 postes, il le nomme à la Cour de justice des communautés européennes, c'est-à-dire chez les juges européens. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les juges européens n'ont aucun pouvoir, tout le monde s'en fout, personne ne voit venir le pouvoir qui va petit à petit monter, donc on se dit, on le met dans le grenier là-bas au Luxembourg, il va arrêter de nous emmerder avec son fédéralisme européen, on n'en entendra plus parler, on aura la paix. Robert Lecourt se retrouve juge européen. Quelques mois plus tard, dans les archives, on trouve la solution. Il va faire de l'entrisme auprès de ses collègues de juges européens pour faire passer le principe de primauté que les autres juges eux-mêmes ne rêvaient pas de faire passer parce qu'ils pensaient que ça allait beaucoup trop loin. Ça veut dire que c'est la trahison d'un proche de Jean Monnet qui a travaillé avec le général de Gaulle, mais qui détestait Michel Debré, qui, une fois qu'il était nommé parmi les juges européens, a fait le boulot pour, à marche forcée, mettre en place la supériorité du droit communautaire, la fameuse primauté européenne, et tout un tas de décisions qui vont être prises à l'époque. Ça veut dire que le militantisme et l'idéologie des juges étaient maximales, et quand vous reprenez l'arrêt d'époque, ces grandes décisions que vous les lisez, vous vous rendez compte, en réalité, de l'intentionnalité des gens qui ont tenu le pistolet pour tirer sur la souveraineté française. Je passe juste, si vous me permettez, à l'arrêt, le fameux arrêt de 89, Niccolo, arrêt du Conseil d'État, là aussi, un totem. Les juges français ont validé la supériorité du droit communautaire. Amen. D'accord ? Le totem, je l'ai appris en droit, je l'ai même enseigné, d'accord ? Je l'enseigne toujours. J'essaie juste de l'enseigner un peu autrement, vous vous en doutez. Là où ça devient intéressant, ce fameux arrêt du Conseil d'État, qu'on n'aurait pas le droit de violer, ce serait la grande jurisprudence. Les juges français reconnaissent la toute-puissance du droit européen. Quand vous bossez sur les archives, quand vous reprenez les vraies discussions, quand vous regardez de près comment ça s'est fait, à l'époque, le patron du Conseil d'État s'appelait Marceau Longue. C'est une longue histoire, je la raconte dans mon bouquin aussi, Marceau Longue. Qu'est-ce qu'a fait Marceau Longue ? Patron du Conseil d'État. Il a demandé, il a ordonné à ses juges de trouver un dossier qui puisse valider la supériorité européenne. Parce que c'est un fédéraliste, c'est un europhile devant l'éternel. Et vous savez ce qu'ils vont faire ? Ils vont trouver une requête, d'accord ? Donc un dossier, d'accord ? Dont ils disent eux-mêmes, avec le recul, on n'y comprenait rien, ce dossier. Il était ficelé n'importe comment, le demandeur c'était un type incompréhensible, le truc était extrêmement mal foutu, on n'y comprenait rien, mais il fallait s'adapter à l'ère du temps. Alors juste, je me permets une parenthèse pour nos auditeurs. L'arrêt Niccolo, il s'agit donc d'un électeur français, un requérant, M. Niccolo, qui, vous me corrigerez si je me trompe, qui, à l'occasion d'élections européennes dans ces années-là, dans les années 80, avait émis une requête un peu très très détaillée sur le fait que les électeurs de, je crois, des Outre-mer à l'époque ne pouvaient pas, parce qu'ils ne faisaient pas partie de la communauté européenne, soit élire, soit être candidat. Enfin bon, c'était vraiment quelque chose de très chevelu, un point de détail extrêmement confus, et effectivement, quelque chose qui paraissait tout à fait anodin à l'époque. Exactement, et ce que disent il y a notamment un juge qui depuis a parlé, si je puis dire, a révélé un peu le dessous des cartes, et qui dit clairement qu'à l'époque, ils ont découvert le dossier, ils ne comprenaient rien, que la requête est rédigée n'importe comment, que c'est un brouillon invraisemblable. Niccolo, le fameux monsieur Niccolo, est un scientifique de formation, le fameux requérant dans cette affaire, est un scientifique de formation qui est un récidiviste du recours, un type qui a l'habitude de saisir les juridictions avec des demandes absolument invraisemblables, donc on ne comprend rien. Mais il trouve là-dedans, il déniche là-dedans un motif particulier, c'est que grâce à ce recours plutôt met en jeu la compatibilité de la loi française vis-à-vis de l'Europe. Donc ça veut dire qu'ils y trouvent matière à faire évoluer la jurisprudence française. Ce qui veut dire que Marceau Longue, patron du Conseil d'État, demande à ses juges de trouver le bon dossier. Une fois qu'ils trouvent le bon dossier, de bien faire le boulot,
de bien faire le boulot pour enfin dénicher la supériorité du droit communautaire européenne dans ce dossier et faire avancer la France à l'ère du temps. Et là où ça devient passionnant. Bon, d'une part, je raconte tout ça dans mon bouquin en détail, mais cette affaire est lunaire en fait, parce que ça veut dire que la légende qu'on a fabriquée est conçue sur du vide. Vous savez, c'est la phrase de John Ford dans L'homme qui tua Liberty Valance, le grand film avec John Wayne et James Stewart. Vous savez, quand la légende dépasse la réalité, imprimez la légende. Alors là, on a occulté la réalité et on a imprimé la légende. Mais dans la foulée, Marceau Long, patron du Conseil d'État donc, rencontre Jean-Pierre Chevènement. Et un échange a lieu entre les deux, et Jean-Pierre Chevènement lui dit « Mais comment vous avez vu prendre une décision comme ça, comme Niccolo, je veux dire, vu les implications que ça a, le Conseil d'État, c'est pas rien, c'est des grandes institutions napoléoniennes, historiques françaises. Vous avez envoyé valser la supériorité de la loi française, la loi, l'expression de la volonté du peuple, tout de même. » Et Marceau Long répond, vous savez, monsieur Chevènement, on ne résiste pas longtemps à l'ère du temps. Ça veut dire qu'il a c'est une vassalisation consentie et tranquille des juges qui, par idéologie, ont dit on ne peut plus résister, il faut s'adapter, c'est plus le moment. Ça veut dire qu'en fait, pour vous répondre clairement, dans toute cette chronologie un peu, comment dire, diabolique qui nous amène à la vassalisation française, ce n'est pas des règles venues de nulle part, c'est pas juste la doxa, c'est pas juste l'ère du temps, c'est beaucoup plus que ça. C'est que des gens ont voulu mettre en place clairement des verrous progressifs à la Cour de justice européenne, chez les juges européens Robert Lecour, Marceau Long, Niccolo, je le disais en 89, et aujourd'hui Mathias Guillaumard à la CEDH ou Marc Guillaume, désormais au Conseil d'État, font le boulot de la même manière pour suivre le travail de leurs aînés qui était entamé dès les années 60. C'est cette histoire-là que je raconte d'ailleurs, et c'est cette histoire, pour vous dire ce que je vous ai dit au début de cet entretien, c'est cette histoire que l'Europe ne raconte jamais pour ne pas dire la vérité. C'est une atmosphère bien lugubre qui nous entoure. Alors pour continuer sur cette voie-là, et pour trancher encore un autre débat qui agite souvent les sphères souverainistes et frexiteuses, on entend souvent beaucoup de chiffres différents sur la quantité de nos lois qui dépend ou qui découlent directement de l'Union européenne. Alors on a des gens qui vous disent c'est 20%, 30%, d'autres 80%. Bon, je ne vous demande pas un chiffre, évidemment, c'est un exercice un peu grotesque quelque part, mais quel est en fait, en substance, l'effet de la législation européenne sur le droit français? C'est-à-dire, est-ce qu'on a raison, nous dans notre camp, de dénoncer une mainmise importante de la législation européenne directement sur le droit français? Écoutez, évitons la guerre des chiffres, puisque je sais qu'elle agite tout le monde là-dessus. Combien, le fameux combien. Alors, je ne vais pas vous donner mon chiffre, ou un chiffre de souverainisme, ou de souverainiste, ou un chiffre des cercles critiques. Je vais vous donner le chiffre donné par Fabienne Keller. Vous savez, Fabienne Keller, proche d'Emmanuel Macron, le bon centrisme libéral et pro-européen, je veux dire, comme on en fabrique par tombereau en France depuis 50 ans, ça ne l'arrête plus, d'accord? Elle serait l'alliée de Jean Monnet s'il était toujours là, comme elle est l'alliée d'Emmanuel Macron. C'est une clarté biblique. Vive le fédéralisme et vive l'Europe. Fabienne Keller, à l'époque où elle était sénatrice, a rendu un rapport en matière environnementale notamment, mais pas que, d'accord, en matière environnementale, un rapport qui doit avoir de mémoire aujourd'hui peut-être pas 10 ans, ou je dirais même 10 ans bien tapés. Honnêtement, j'ai oublié. Vous voyez, ça date un peu. Hein. Et dans ce rapport, Fabienne Keller écrit qu'il n'empêche 85% de la politique environnementale et énergétique française, en gros, vient de l'Europe. 85%. Donc, si c'est Fabienne Keller qui le dit, je pense qu'on peut difficilement croire que, vous voyez, qu'elle diabolise cela. Elle en rêve. Je veux dire, c'est... Après, là, elle limite à la politique énergétique et environnementale. Je suis d'accord, mais ça vous donne une grille de lecture des chiffres officiels donnés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on ne saisit souvent, lorsqu'on discute de ces histoires de chiffres ou de statistiques, on ne saisit que des petits morceaux. Pourquoi? Parce que, en réalité, je vous donne un exemple concret, actuel. Aujourd'hui, on pense qu'en affrontant l'Europe, on a besoin de mettre le doigt sur un domaine en particulier. On dit par exemple, dans ce domaine, la France a encore des compétences, mais elle dépend de l'Europe sur le reste. Exemple, matière environnementale, le Green Deal de Ursula von der Leyen, le pacte vert européen dont on parle souvent, c'est sous l'égide de l'Europe qu'il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, type
les ZFE, hein, les zones à faible émission, la question énergétique en matière comment dire, de voitures automobiles, de voitures électriques, etc. Mais la question évacue, j'allais dire, la vraie question. Pourquoi ? Parce que l'Europe pratique une accélération par saut qui ne date pas de l'Union européenne, de Maastricht, de 2005. Ça, c'est une bêtise de voir les choses comme ça, c'est une connerie. On ne voit que la partie émergée de l'iceberg. La vraie question, c'est que depuis les années 60, chaque fois qu'une crise, petite ou grosse, met en jeu des compétences européennes, l'Europe les kidnappe. Je vous donne un exemple. Dans les années 60, Michel Debré a affaire à un séisme en Italie. Enfin, lui non, mais il y a un séisme italien, d'accord, qui frappe l'Italie durement. L'Europe, alors naissante, se demande quoi faire pour donner un coup de main. D'accord ? Et Michel Debré, il raconte ça dans ses mémoires, il ouvre une porte, il arrive avec les élites européennes d'époque discutent, et il entend les élites européennes dire « Non mais attendez, on va créer un fonds commun, et on va prendre de l'argent par-ci, par-là », et il entend parler de la fédéralisation de certaines compétences à bas bruit pour donner un coup de main en Italie. Et il dit quoi, Michel Debré ? Il dit « Mais attendez, qu'on donne un coup de main aux Italiens naturellement, mais pourquoi faudrait-il tout d'un coup que l'Europe crée un fonds commun européen par le biais de compétences qu'elle n'a pas, pour donner un coup de main aux sinistrés en Italie, en matière de droit assurantiel, en matière de sinistrabilité. Ça n'a rien à voir avec ce qui était prévu. C'est-à-dire que l'Europe fait ça à chaque fois. Ce qui fait qu'on a en fait 2, 3, 4 problèmes. On a d'une part l'inflation normative européenne, la réglementation. On a d'autre part la subsidiarité qui n'est plus du tout respectée. L'Europe a capté les compétences petit à petit. On a troisièmement l'invocation de crises successives pour faire. Exemple, pendant le Covid, la politique des vaccins qui devient une compétence européenne avec la question de santé derrière. C'est évident que l'Europe s'est dit un jour, la santé, ce sera moi. Aujourd'hui, la question de la défense, c'est pareil. Emmanuel Macron veut créer le SCAF, je veux dire, en quatrième vitesse avec Angela Merkel, ça ne donne rien, mais toutes les initiatives qui se veulent plus ou moins européennes ont pour but de fédéraliser la question de la défense. Et troisièmement, ce dont on parle non plus jamais, c'est que le principe de primauté, tel que créé par les juges européens, le premier d'entre eux, Robert Lecourt, j'en parlais tout à l'heure, mais depuis, c'est une litanie de jurisprudence rendue. La primauté européenne ne joue pas comme principe sectoriel. Ce n'est pas juste en matière d'économie, ou juste en matière du migratoire, ou juste en matière environnementale, ou juste en matière énergétique. La primauté européenne, c'est dire la chose suivante, c'est dire que toute loi française est soumise au droit européen. Ce qui a comme conséquence un fil directeur qui est le même depuis 1950 dans le bureau de Jean Monnet jusqu'à aujourd'hui chez Emmanuel Macron, c'est la création d'un État fédéral. Et je finis juste avec un rappel. C'est un rappel, je ne sais pas si c'est un rappel, parce que malheureusement, l'amnésie règne souvent. Je vous parlais des légendes que l'Europe a construites. Le premier discours de Jean Monnet, lorsqu'il devient président de la Haute Autorité, donc l'ancêtre de la Commission européenne, en gros, le premier patron de l'Europe, hein, d'accord ? Premier discours, il dit, on pourra discuter par la suite de beaucoup de choses sur l'Europe, d'accord ? Réaménager, rediscuter. Mais il dit, il y a 2 éléments qui ne pourront jamais être modifiés. Jamais. D'une part, la supranationalité, d'autre part, le fédéralisme. Voilà l'objectif de tout ça. C'est la supranationalité. Elle est là depuis si longtemps que nos apatrides d'élite l'ont fait sienne. Je veux dire, c'est un modus operandi désormais chez nous que de croire à la supranationalité comme cette espèce de mythe intégral. Et d'autre part, le fédéralisme vers lequel nous emmènent Emmanuel Macron et les autres en parlant de leur dernière mode qui est la souveraineté européenne. C'est ça, la souveraineté européenne, c'est l'aboutissement du fédéralisme sans avouer, sans vraiment le dire. Donc nous voyons que le mal est profond. Il est répandu dans toutes les élites françaises, administratives et institutionnelles et politiques. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, d'après le panorama que vous dressez. Imaginons que nous soyons sortis enfin de tout cela. Ne faudrait-il pas faire un grand ménage institutionnel? Ne faudrait-il pas réformer les institutions, éventuellement passer à une 6e République? Alors, là, je ne fais pas le porte-parole, évidemment, de LFI et de Mélenchon, mais imaginez peut-être qu'il faudrait sortir de la 5e République trop compromise avec dans l'Union européenne. Peut-être qu'il faudrait réformer le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, tous ces grands corps constitués. Qu'en pensez-vous? Avez-vous une opinion là-dessus? Avez-vous des projets ou avez-vous des idées, en tout cas? Bon, alors des projets personnels, non, mais des projets globaux, oui, j'espère bien. Enfin, j'espère que... Vous savez, réfléchir pour rien,
Vous voyez, j'espère bien ne pas finir en essayiste à grimoire. Vous voyez, on se rappelle qu'un jour il est qu'un bouquin, mais ça ne sert à rien. Vous voyez. Donc, quand même, sinon à quoi beau prendre la plume. Alors, pour répondre à votre question clairement, oui, j'ai une réponse à vous donner, c'est que, vous savez, de façon un peu romantique, j'ai envie de dire, là je pense à mon frère, qui est pharmacien, qui n'a rien à voir avec mon métier, mais il a une perspective politique qui m'intéresse toujours, mon frère. Il est grand lecteur, historien à ses heures perdues, si je puis dire. Et il aime le grand changement. Vous voyez, il se dit un jour, il faut tout changer. Je ne parle pas de l'Europe simplement, je parle de la façon de concevoir la politique. Les grands hommes impliquent de grands changements. Je suis plutôt d'accord avec lui. Quand on voit l'œuvre du général de Gaulle, je ne peux que lui donner raison. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça comme anecdote personnelle, c'est que je viens de cela aussi. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'il faut incarner un changement radical. Il faut passer par là. Maintenant, le problème est le suivant. Donc, spontanément, j'ai envie de dire, pourquoi pas penser à nettoyer les institutions, à rechanger la Constitution, réviser, etc. Pourquoi pas? Mais j'ai un grand problème, qui se pose de plus en plus d'ailleurs, et que je ne fais que rencontrer plus avant, à chaque fois que je fais mon bouquin d'après, si j'ai envie de dire. C'est que nos institutions n'ont pas de problème. Je suis désolé de vous décevoir. Hein. Nos institutions n'ont pas de problème. Notre présidence de la République n'a pas de problème. Notre Assemblée nationale n'a pas de problème. Notre Sénat n'a pas de problème. Notre Conseil constitutionnel, à la limite, n'a pas de problème. Les problèmes qu'ils ont, c'est la médiocrité et la trahison des élites qui se sont installées. Le Conseil constitutionnel a commencé à trahir en 1971, hein, dès le départ du général de Gaulle. Sa jurisprudence folle commence à se mettre en route. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu le départ du général pour se mettre en route, et ensuite ça s'est accéléré. Pourquoi? Parce que les hommes qui ont peuplé le paysage du Conseil constitutionnel étaient des gens rompus à la chose fédérale et européenne. Je vous donne juste un exemple hein, pour qu'on clarifie la chose. Je vous parlais tout à l'heure de Robert Lecourt. D'accord? Il a eu comme successeur un certain Adolphe Touffet. Adolphe Touffet, autre juge français, fédéraliste en diable. Fédéraliste en diable. Ce genre d'individu a été placé au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire au sein de ce qui constitue le gardien de notre Constitution, par les décideurs. Ça veut dire que les pro-européens en Europe, les fédéralistes par excellence, qui à la limite sont bien à Bruxelles, je veux bien les voir là-bas, à la limite qu'ils fassent leur tambouille là-bas, mais ils n'ont rien à faire dans le temple qui se veut le gardien de notre Constitution. Et en fait, c'est ce jeu de vases communicants qui a petit à petit corrompu nos institutions. Passer de l'un à l'autre, servir Bruxelles et après servir Paris, ou plutôt servir Bruxelles depuis Paris. Vous voyez ce genre de choses. Et cette opération s'est faite partout. En fait, vous prenez Emmanuel Macron, au fond, c'est le visage rajeuni de Jean Monnet, d'accord? On pourrait même commencer les comparaisons. Comme Jean Monnet, le créateur de la Constitution, enfin le grand initiateur de la construction européenne, Emmanuel Macron vient de la banque, cette fois la banque Rothschild, c'est pas un affairiste internationaliste de la même, le même modèle tout à fait que Jean Monnet, c'est un europhile en diable, un type qui parle d'Europe du soir au matin, qui nous dit qu'il n'y a plus de culture française, qui globalement, faut être honnête, n'a pas dû franchement apprécier de mettre un pied en France périphérique. L'a-t-il même fait une fois dans sa vie, d'accord, à part faire semblant 10 minutes pour faire croire qu'il a vu un bar tabac, vous voyez, ça existe encore dans l'univers mental, il faut faire comme si. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce genre de trahison, de changement de mentalité, de l'ère du temps qui a totalement conspiré, ou alors qui s'est juste rallié. Je disais tout à l'heure, on ne résiste pas à l'ère du temps, comme disait le patron du Conseil d'État en 1990. C'est cet esprit-là qui a petit à petit corrompu nos institutions. Alors évidemment, on a aussi révisé la Constitution. On a dans la Constitution malheureusement indiqué que la France était participée à la construction européenne et ça a des implications juridiques. Je suis d'accord avec vous. Mais tant, et je pèse mes mots, tant que l'État profond n'aura pas été intégralement reprise du sol au plafond, tant que l'administration soit truffée de gens qui sont persuadés que sans la supériorité du droit européen, on ne peut rien faire, il n'y aura pas de salut. Il n'y en aura pas. Je vous donne un exemple simple. Demain, admettons, on référendum, d'accord? Faisons un doux rêve ensemble cet après-midi pour l'expérience, d'accord? Référendum dimanche. On propose aux Français la sortie de l'Europe, admettons. 55% des Français réitèrent ce qu'ils ont dit en 2005. J'ai pas envie de participer au traité de, on l'appelle comme on veut, d'accord? Mais à la chose européenne qui m'est présentée. Sortir de l'Europe, d'accord? Plus ou moins. Ok. Qu'est-ce qui se passe le lundi matin? Qu'est-ce qui se passe le lundi matin? Le lundi matin, les élites pro-Europe qui ont tous les leviers à leur disposition, Conseil d'État, Cour de cassation, Conseil constitutionnel, tout ce que vous voulez, d'accord, sont là pour annuler la décision
qui aura lieu, qui viendra d'avoir lieu. Ça veut dire que si vous ne commencez pas d'abord à nettoyer du sol au plafond la maison France, toutes les décisions à prendre seront nulles et non avenues, parce qu'elles seront annulées par les élites mêmes qui vont tout faire pour trouver un plan B, comme ça a été fait avec le Brexit, c'est une autre histoire, et comme on a fait le traité de Lisbonne en 2007 à la suite du non à 2005. Effectivement, ça paraît cohérent avec le panorama que vous dessiniez juste avant. Mais il y a peut-être un espoir, finalement. Vous n'avez pas cité ce domaine, mais il y a l'éducation, il y a la jeunesse, il y a le renouvellement, le fameux renouvellement des générations dont on parle dans d'autres sphères également. Sentez-vous chez vos élèves, vous êtes enseignant en droit à Strasbourg, si je ne m'abuse, parce que vous avez fait allusion plusieurs fois, sentez-vous chez vos élèves, chez vos collègues, le développement d'une opinion, d'une sensibilité eurosceptique, voire souverainiste, voire un peu plus que ça encore? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là un ferment vraiment fertile pour justement nettoyer ces institutions et réussir à obtenir le référendum pour lequel nous militons? Alors, je vais vous dire, je sens, alors, là, je ne sais pas si ça a une valeur scientifique, hein, mais c'est... Oh non, c'était pas... Non, mais non, mais j'essaye de... Je réponds à votre question honnêtement, comment dire, à la fois par les lectures et juste par le pur concret, les discussions, les étudiants, les gens, etc., les confrères que je peux avoir. Alors, j'ai l'impression qu'un frémissement a lieu dans la jeunesse, une certaine jeunesse, il faut le dire, assez politisée, assez militante encore, en tout cas assez engagée, patriote, d'accord? D'ailleurs, je constate que le mot ONI revient quelque peu à la mode, d'accord, même s'il est utilisé à tort et à travers, et un peu n'importe comment. Je rappelle que Raphaël Glucksmann, il y a quelques semaines, vient nous expliquer qu'il vient de sortir un bouquin pour un sursaut patriotique, quelque chose comme ça, penser la France, etc. L'homme qui nous disait qu'il se sentait mieux à New York qu'en Picardie, il y a quelques années. Donc bon, vous voyez, on a le patriotisme qu'on mérite par les temps qui courent. Bref. Oui, il y a un frémissement, j'ai l'impression qu'il y a une jeunesse qui se sent française, qui veut de la France et qui comprend que pour faire la France, on ne peut pas faire en même temps Bruxelles. Vous voyez, qui sent que cette dissociation est une sorte de poupée voodoo. J'allais dire, on a le sentiment que chaque jour qui passe, il y a un peu plus de mal qui est fait à la France, sans qu'on voit vraiment les effets. Vous voyez, ça, ils le sentent. J'ai l'impression. Maintenant, pour vous répondre concrètement, ce qui fait, je pense, que la question taraude les Français, de plus en plus quand même, hein, on sent, l'Europe est à toutes les sauces aujourd'hui, en mal aussi. Je veux dire, vous avez quand même des lamentations sur l'Union européenne. Les gens commencent à se dire, mais pourquoi on a le droit de rien faire? Vous voyez, on essaye de renvoyer un ressortissant ouzbek radicalisé, vous vous rappelez la décision d'Darmanin, la minute d'après, on est obligé, nous, en application préventive d'ailleurs d'une décision de la CED, la Cour européenne des droits de l'homme, on est obligé de lui payer un avion, l'État français paye un avion pour rapatrier un ouzbek radicalisé qui revienne à Paris, qu'on avait tenté de renvoyer. Le délire est à son comble. Je pense que ce type de délire participe d'une ouverture des yeux. C'est-à-dire que les gens se disent « Non mais attendez, comment on a pu en arriver là? C'est absolument n'importe quoi. » Décidément, dès que l'Europe est dans le coin, ça déconne. Mais c'est valable sur tout un tas de sujets. Les voitures électriques, les ZFE hier, la question migratoire, la question économique, la question énergétique, on est en plein. Les agriculteurs notamment, Exactement. dont beaucoup ont eu des mots très durs contre l'Europe, voire brûlaient même des drapeaux lors des manifestations. Mais vous avez totalement raison. Le Mercosur, parlons-en si vous permettez. Hein. Le Mercosur est signé par l'Union européenne. Pareil, on me contacte pour me dire « Non, mais tu vois bien, ça change. Emmanuel Macron revient sur sa décision, ce ne sera pas appliqué. » Et je dis « Non, mais attendez les gars. Faisons du droit 2 minutes. Hein, et arrêtons de raconter n'importe quoi. » Premièrement, le traité sur le Mercosur, le fameux traité, va entrer en application, puisqu'il est suspendu, non pas à des décisions, enfin, déjà à une majorité introuvable pour faire un blocage au niveau des États, premièrement, et puis deuxièmement, parce que la Commission européenne va pouvoir mettre en place, je vais vite, une procédure accélérée pour l'appliquer quand même. Je dis ça, on me dit non, mais c'est n'importe quoi, c'est du complotisme. Minute d'après, procédure accélérée, le Mercosur s'appliquera, et tant pis pour les agriculteurs. Mais parce qu'il y a un deuxième problème dont on n'a pas parlé du tout, ou presque pas, c'est qu'on a dit qu'il y aura des clauses miroirs, il y aura des procédures de sauvegarde, on va tenter de trouver des trucs pour faire que le Mercosur ne soit pas une horreur, vous voyez? Sauf qu'on oublie de dire que sur les traités signés par l'Union européenne type Mercosur, c'est pas le seul. Si demain, le pays tiers, donc l'Argentine, le Mexique, etc., les signataires, d'accord, quels qu'ils soient, de quelque traité que ce soit, le Mercosur ou un autre, ne respectent pas les normes, notamment en matière sociale et en matière environnementale, d'accord,
il n'y a aucune procédure de sanction prévue. Ça veut dire qu'il faut passer par des commissions ad hoc, des commissions, des conciliations, des arbitrages, tout ce qui est fait pour qu'il n'y ait pas de véritables sanctions et de bras de fer. Ça veut dire que de toute façon, on va importer tout ça, d'accord, et ça va être le désastre. Tout le monde le sait, puisque ces mécanismes-là n'existent pas. Donc pour vous répondre clairement, tout ça saute aux yeux des Français et ils s'en aperçoivent tout seuls, comme des grands, d'accord. Ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin de démagogie de plus, ils ont besoin comment dire, de populistes, si je puis dire, pour ouvrir les yeux. Ça crève les yeux. Maintenant, là où je suis un peu sceptique, mais je suis très optimiste tout de même, mais un petit peu sceptique, c'est que chaque jour qui passe, les manuels d'instruction civique, les cours à l'école élémentaire, ce qu'on gave, ce qu'on met dans la tête de nos enfants est bourré d'idées reçues sur l'Europe. L'Europe de la paix, ça ne l'a jamais été. L'Europe des bienfaits, ça ne l'a jamais été. L'Europe de la pacification, ça n'a jamais été. L'Europe, le fait même que, rappelons-le, que l'Europe a été créée par des hommes de guerre, les vrais Européens, si je puis dire. Le général de Gaulle, Winston Churchill, etc. Le contraire même des pacifistes ensuite qui ont pris la main pour construire le fédéralisme européen. Et cette imbrication, ces légendes qui ont été construites, sont rappelées tous les jours par des enseignants, certains d'entre eux en tout cas, par une machine globale qui est parfaitement rompue à l'idéologie européenne. Et juste pour finir ça, ça va plus loin encore. Vous savez, je suis cinéphile dans l'âme. D'ailleurs, j'écris sur le cinéma à mes heures perdues dans d'autres magazines. Bref, c'est mon violon d'Ingres. J'y vais de moins en moins, mais quand j'y vais, je suis sidéré. Je ne peux pas m'en empêcher par la puissance de feu de la publicité, du matraquage par les logos et les slogans. Vous ne pouvez plus regarder un logo, un slogan, une publicité sans qu'il y ait en dessous, financé par la Commission européenne, avec l'aval des institutions européennes, de la région Trucmuche, mais avec l'aide de l'Union européenne. Et qu'est-ce que financent toutes ces institutions? Que les publicités, les médias et toute la machine rompue à l'idéologie diversitaire, multiculturelle, volontairement favorable à l'idéologie pro-européenne. Ça veut dire que chaque fois que vous allumez la télé, que vous regardez Netflix, que vous allez au cinéma, que vous allez où vous voulez, et vous appuyez cela d'une manière ou d'une autre, la tête de celui qui le regarde et qui ne sait pas décoder est bourrée de cette propagande chaque jour un peu plus. Je ne dis pas que le combat est impossible, parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'effrite dans ce monde dingue qu'ils ont mis en place, si je peux dire. Il n'empêche, lutter contre l'iPhone, lutter contre les réseaux sociaux, une partie de ce monde tel qu'il s'est construit, le challenge et le défi ne font que commencer. Eh bien, merci, merci pour vos encouragements terminaux, finalement. Guylain Benessa, je rappelle que vous avez signé notre pétition référendum-ue.org, que vous êtes un soutien de cette pétition, que vous avez publié plusieurs ouvrages à ce sujet. J'invite les auditeurs et nos spectateurs à les consulter d'ailleurs. Également à signer cette pétition, à partager cette vidéo, à diffuser nos analyses, à aller sur le site référendum-ue.org et à vous abonner à notre chaîne pour les prochains entretiens à venir sur référendum-ue.org.